Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous faire l'honneur d'être devant votre petit écran ce soir. Vous tomberez probablement des nues en apprenant que les accidents vasculaires cérébraux touchent de plus en plus des jeunes et des enfants. Les accidents vasculaires cérébraux sont ce que le jargon commun qualifie de façon triviale de crise cardiaque. Ce n'est peut-être pas l'expression qui s'y est, et ça, les experts que nous recevons nous le diront davantage en deuxième partie. Mais il faut noter que les accidents vasculaires cérébraux touchent de plus en plus les jeunes, les adolescents, les enfants, et représentent d'ailleurs une menace qui est en voie de devenir l'une des principales causes de paralysie, un véritable tueur silencieux dans notre société. Fidèle à notre démarche qui repose sur la curiosité sociale, nous avons pu identifier des cas assez pathétiques qui partageront leur expérience avec vous ce soir. Un enfant d'1 an qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, une fillette de 20 ans paralysée depuis 4 ans, une autre âgée de 16 ans et qui est secouée par un accident vasculaire cérébral depuis des années. Ce sont des cas assez pathétiques que vous découvrez, que vous écouterez dans cette édition et que nous mettons sous la lumière du jour afin que nul n'en ignore. Et pourtant, comment expliquer, partant justement, comment expliquer mieux, comment comprendre ce qu'on pourrait qualifier à tort ou à raison de cette mutation de cible. Les accidents vasculaires cérébraux étaient jusqu'ici collés à une génération dite de personnes âgées. Aujourd'hui, ces accidents-là, vasculaires cérébraux, deviennent une question de santé majeure qui touche de plus en plus les jeunes, qui touche les enfants, les adolescents. Comment comprendre? Que dire finalement de la prise en charge qui représente un véritable casse-tête? Mieux, qui représente les yeux de la tête pour les familles, surtout des familles issues de familles démunies, des enfants issus de familles démunies, dont vous aurez l'occasion de découvrir. La réponse à ces différentes questions repose sur 3 dimensions: la dimension pédagogique, la dimension scientifique et surtout une dimension interpellative afin que nul n'en ignore. Nous allons vous édifier sur la question ce soir sous l'éclairage des experts qui vont se succéder, qui vont d'ailleurs se relayer sur ce plateau comme il est de tradition. Le docteur Paul Dembe qui est pédiatre, le docteur Ndjoumou Armel qui est cardiologue, le docteur Serge Lombat qui est radiologue, le docteur Nambou Lonti Hervé qui est neurologue. Voilà le panel des experts qui vont nous permettre de comprendre réellement ce qui ne va pas, ce qui se passe dans cette couche sociale au Cameroun et nous permettre justement de dégager des pistes et pourquoi pas les balles pour tirer, voire tordre le cou aux accidents vasculaires cérébraux dans notre société. Je vous invite à rester attentifs. Je vous donne rendez-vous dans une poignée de secondes. À tout de suite. Elles ont accepté de s'ouvrir aux questions de regard social ce soir. Elles, parce que justement, ce sont des femmes que nous recevons ce soir. Des femmes dont le quotidien a basculé un jour, des potrons minés à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elles ont accepté de s'ouvrir aux questions de regard social ce soir. Et ce soir, nous recevons justement une adolescente. Une adolescente, Tachou Flavie Adriel. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va mieux. Ça va bien. On te l'a dit que ça va bien. Alors, Adriel, vous êtes âgé de 16 ans. Oui. Voilà, vous êtes âgé de 16 ans et vous êtes paralysé depuis 4 ans. depuis 4 ans. Donc, vous avez été frappé par un AVC Oui. lorsque vous aviez 12 ans, Oui. à l'âge de 12 ans. Alors, ça va mieux maintenant? Non. Dans les autres années, tout ce qu'on a dit, c'est ce qui a aggravé. Alors, Flavie n'est pas seule sur ce plateau. Flavie a accepté justement de partager son quotidien avec nous. Nous en saurons davantage tout au long de ce programme. Avec nous également sur le plateau ce soir, une mère d'enfant, une grand-mère, pour être précis, qui vient de Boya,
la capitale régionale du Sud-Ouest, qui a accepté elle aussi de s'ouvrir à nos questions. Ma Bridget Moku, good evening. Good evening. You are the grandmother to young Kimura. Yes. What is the problem? I'll be very sorry, sir. I will talk for pidgin. Because if I want to call grandma, I don't feel understand. Because I don't know all. I say, as the born they begin, the days are twins. Since they born, the day 1 year, 2 months. They go for Yaoundé. Because now the way a mommy be married, then as they will belly, then they come with me for here because mommy be the sick. So they born twins. Then it be 1 year, 2 months. I say me they go back for play where they be there. Go meet all their pa. They go before they. They not even make just 1 month. A mommy call me say one of that twins. He the only the weak. He be the worker. When you worker, so go reach they go bend down, just start the breathe with power. Then he the nails the blue. His hand so he swear. Then he the breathe so less on 6 hours before he go. So I tell him me go hospital. He say master say no get money. I try. I send 15,000. Me they take and go hospital. They say they take you go for some hospital for there. They say Hope Service. I ask and say how. He say no change no day. I say if na so me they carry and bring her for Boya because I didn't have for my 16 Bolifamba. I say me they carry and bring her. More try for that hospital then for this. So sometimes we feel see wait the worry. They carry the pikin. Since where the pikin then that time 1 year 3 months. He carry and bring her. I carry the pikin go down for some private clinic for my 16. Will be for this they say na pneumonia. They give their own medicine. They say no change. I carry go general hospital for Boya. They give their own medicine. So they need talk with way. They worry the pikin. They only continue for the brief so the week so. I work at hospital. So I work at 9 hospital then. We come out here with my father, we go village now, we be for village, we want to see the only the mexo. The brief. I want only discover and see and say the one size skin so in a act again. In the waka ye again your day. We carry and run go health center for village. Then we reach they send me for Balikumba hospital. We go for day. Because if you make and say I want make let's say the biso, then the one size skin to your day. We reach today the same way again for Bafusam, same we go make scam. We carry and go for Bafusam. Reach today the same machine no they find the same way for Bamenda General Hospital. We go do the scam for the then I say now wait till they worry the picking on. The same I go back for the hospital where they be send me for Bamenda. I mean where they send me I go do the scam. I take the picking, go back again for Balikumba Health Center. Then finally they say they get for operate hit something there for hit like pulse. They call that doctor call for Douala. They say 1 million. I say I'll see 1 million. He says some doctor there for Boya. They might carry and come. We carry and come for Boya. They carry send me for Solidarity for Moliko. They go look and the doctor say now we talk say they want operate the picking. I say nah, that doctor way no be call you. He say no, you know. Finally, you went to Bamenda Mm-hmm. in a hospital. Finally, now some neighbors say can see where the brief so go be the shower now the brief so neighbor come where he get hotel. He say now wait till the worry I tell you on then. He say ma can enter Motomu go hospital carry and go general hospital again. Then they make some write some test them. Same go la cantine. The man say go support for 50,000. They bring in different doctor can't deny. They write test them. We make test them for Dr. Biaka Hospital. He say get heart problem. Some will bring 5 million. He get which problem? Which heart say problem? What is the problem? He just say get heart problem. From there, we just the imam the only work na a prayer. And then Sunday again they say
especially the wrong common Indian can go very doctor Biaka or wrong good they have carry wrong good they say get heart problem na 5 million for operation. Now from there way some journalists can see me ask me where to bring okay me. no now Send you me for will Sisson. better you better understand the story. Il faut, en guise de résumé, rappeler qu'elle vient de Buea, qui est la capitale régionale du sud-ouest, et précisément de Mile 16 Bolifamba. Mile 16 Bolifamba. Yeah. Et na for entrance for Buea. Yes. So how for Mile 16? No, my sister is fine. Ok, thank you. Alors, Flavie, Adriel, vous êtes âgée de 16 ans, ça je l'ai dit. Alors, en 2012, vous avez été frappé d'une maîtrise. Comment ça s'est passé? Tout a commencé quand j'étais à Consamba. Un jour, je suis rentrée de classe. J'étais en train de travailler. Subitement, je ressens plus mon bras taisait. J'intervenais puis à rien fait. J'ai ça à faire à ma maman. Nous sommes allés à l'hôpital à Consamba. On nous a dit, on nous a craché à Bara. Lorsque nous sommes allés là-dedans, nous sommes allés à la quinture à rencontrer un neurologue. Alors, ils ont demandé faire un scanner. Après le scanner, on nous a dit qu'ils allaient la couper et je sens à coaguler, c'est ça qui m'a paralysé. Bien après, on me dit encore que c'est un AVC. On nous a demandé d'aller faire la kinésithérapie. Ils sont allés. Et c'est comme ça que ça continue. On a pu être moyens pour continuer la kinésithérapie. Donc, on vous a dit qu'il s'agissait d'un AVC. Oui. Et depuis lors, quel est le traitement que vous suivez? Est-ce que qu'est-ce que les médecins ont dit de votre cas? Lorsque nous sommes allés à l'hôpital, on nous a dit d'abord que ça allait naître. Subitement, on nous a encore renvoyé au génie militaire. Le médecin génital nous a dit que c'était un AVC. Il nous a renvoyé à Quintini. À Quintini, on nous recette que c'est un AVC. Et on nous a demandé d'aller, on nous a prescrit une kinésithérapie. Et nous avons suivi le traitement, mais nous n'avons pas pu aboutir au traitement. C'est comme ça que nous avons arrêté le traitement. Jusqu'à présentement, je ne suis plus aucun médecin. Donc, jusqu'ici, vous ne suivez aucun traitement. Oui. Pourquoi? Parce que mes parents n'avaient plus d'argent pour continuer la kinésithérapie. La kinésithérapie était tellement chère que nous avons fait 25 séances. On a vu qu'on ne pouvait plus continuer, on a arrêté. On nous a pressé les médicaments. Nous sommes allés boire les médicaments et les médicaments coûtaient cher. C'était 17 000 pour 5 jours. Chaque 5 jours, c'est un petit flacon de médicaments. Chaque 5 jours. On a bu, on allait toujours, quand ils sont rentrés au médecin pour lui dire que ça ne peut pas nous laisser. Que 17 000 c'est un jour, c'est gros beaucoup. Il nous a pressé un autre de 10 000. On a bu, ça n'avait pas tenu dessus. Il nous a renvoyé chez un chirurgien neurologue. Il nous a aussi pressé un autre médicament. Jusqu'à là, c'était toujours. Il y a eu ça a toujours abouti. Ils sont rentrés, ils ont dit que il y a que la kinésite qui peut faire quelque chose. Et le cœur, est-ce que régulièrement votre cœur est contrôlé par le corps médical? Est-ce que vous allez à l'hôpital pour un suivi? Je n'ai pas pu à l'hôpital depuis. Depuis que j'ai arrêté le traitement, je n'ai pas pu à l'hôpital, je ne suis plus personne et je ne prends plus aucun médicament. Et comment vous passez vos journées dans ce contexte? Je supporte la douleur. La seule manière que je supporte la douleur, c'est franchement ma mère. J'essaie de voir avec ça comme ça. Ça fait mal comment, c'est-à-dire? Ça fait mal, tu n'as rien fait, même pas dormi. Quand c'est un coup de dormir, c'est un calvaire. Jusqu'à la douleur augmente et ici, c'est franchement mal. Des fois, même ça attaque sur mes reins. Je ne peux plus en baisser. Quand ça commence, je ne peux plus en baisser. Je ne peux plus rien, c'est reste là assis comme ça. On n'a rien fait. C'est ça que ça fait. Ok. Alors, et depuis 2012, votre vie a changé? Complètement.
Il ne sait plus rien, tout ce qu'il faisait, il ne sait plus. Quand il est à l'école, il est à l'école à peine. Tout a changé, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus faire ce que je veux. Il ne peut plus travailler ce que j'ai envie de travailler. Il fait toujours ce qu'il fait. Je suis dans. C'est comme si je sens inutile, quoi. Je peux travailler que un temps dans les cercles, je ne sais pas que je suis à faire, je ne peux plus rien faire. Voilà, parce que ça dure, il faut que prendre que l'on peut aider, que tout à faire tout, à descendre à durer, sinon il pourrait plus même temps à soi. Ok, bien, Flavie, calmez-vous, on va comprendre davantage ce qui ne va pas, comprendre réellement ce qui s'est passé dans votre cas. Je vous permets de souffler un peu. De souffler, je rappelle à toutes fins utiles que vous êtes à Douala, Oui. Au quartier village. Et ça dans le quartier Cité Belge, bloc 9. Voilà, quartier Cité Belge, bloc 9, Oui. juste en face de l'école. La quartier francophone. Voilà, très bien. Alors, vous êtes élève en classe de 3e. Oui. La rentrée, c'est dans quelques jours. Vous êtes déjà inscrit? Non. Pourquoi? Je ne suis pas sûre de pouvoir fréquenter parce que je ne suis pas de la douleur. Soit puis pouvoir marcher même quelques temps, je ne peux pas marcher quelques temps. C'est que la douleur persiste, si je sais trop, je risque de tomber. Et si je tombe, c'est grave. Okay. Okay. Alors, Maboujet, you say you went to Bamenda and it was discovered that the young Kimora is suffering from heart problem, that he has a hole on the heart. Since then, what have you done? Have you met experts, medical doctors? What have they said about the case of the baby? I just come on again for Susan. Now just 2 weeks. We are carry again go for Susan. Then they make all the tests. They say he get hole for his heart. Saying he need operation. So they write me a book. Put them say na 3.5 million. If to say the money day, the operation will start from the 9th September. If the money day, like the picking go, they will operate it now so. I just 2 weeks. As I come back, so I want even come out go, so I be leaving mommy for hospital because we make 1 month for general hospital for boy with him mommy. Right now, so he need the worker. The mother is too sick. In a worker, She's so suffering from what? Heart problem too? now just how we the picking they be say they be talk for you say 5 million. So it's like the worker prayer. So they come out for Prophet Divine for Boyade. Change go for John Chi. Then they say John Chi say me he go make medical for the picking. He go make and carry and go there. They reach you now they write na phone number give say me begin call them, me they pray together for the picking. He say just fever. He can't have the dinner or chop. The following day, he say one worker, the full agree for worker. And so he skin the shit. Once he ate the whole he put on house, he want be around 2 o'clock. They can call me, say, I can't see what you need to make. You just make like convulsion, let's say, die. You carry and go to hospital. He make and so like 7 times. 2 weeks he no talk, he no chop. So she has been there for how long at the hospital? 1 month. For 1 month. Okay, but where is the baby's father? If a part a day for your own the sales for the ton so you know what even show for even give 50 for paracetamol. When they want to say no game money, they call a number say as you just discover and say now you the call because you call I use my number for call. Any the picker. We use different number call he will say hello. As he discover and say nah me I the call, he will say hello, never, hello. He offer. The partner they just no nothing. So your voice na network problem. I swear. But how is the we baby? get 3 picking them, so we. But how is the baby? How is it? What are the symptoms? Is he walking? Now so enough you worker again, but he be the first worker.
After some time, he did say the sick they increase. They just woke up. If you should don't answer, you want to say it quite don't make for you. It go shout. Let's say the hot tea shout sute. You want to say it collapse. Come back. It shout only so. Let's it shout the 7th time. Then after that, it stops for shout. It only the breathe. Will power away. If you stand for you, so you hear how they breathe for the. It's 6 hours. Then the weak. Then all in there blue. The face, the color change into blue. Then it's just weak. Ok. Donc, en guise de résumé, il faut rappeler que le petit Kimora que vous avez en image souffre d'un malaise, puisque au dire de sa grand-mère, il aurait un trou sur le cœur, et c'est bien la raison pour laquelle la croissance est retardée, et puis des parties de ses membres sont aujourd'hui paralysées. Le petit Kimora que vous avez en image, malheureusement, ne jouit pas, malheureusement, ne peut rire, jouer comme les enfants de son âge. Sa mère est elle aussi malade, ça il faut le dire. Il se trouve en ce moment interné dans un hôpital à Buea, dans la capitale régionale du Sud-Ouest. Et son père est jusqu'ici pas introuvable, mais il est indisponible, au dire de la grand-mère que nous venons d'écouter ce soir. Alors, dites-nous, Flavie, pour votre cas, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien? Est-ce que le regard que vos amis avaient sur vous a changé? Comment ça se passe? Je n'ai plus d'amis. Parce que personne ne me considère comme les amis, même en classe. Puisque je ne parle pas avec mes amis, j'ai peur qu'ils vont se moquer de moi. Des fois, même en classe, lorsque ils s'approchent de moi, il y a des fois des difficultés de parler avec eux. Et lorsqu'ils me posent la question, c'est toujours pour se moquer de moi. Moi, je suis portée par ça, et c'est là que je n'ai pas d'amis. Et comment vous vivez ça? Vous vous confiez à qui? Je ne confie à personne. Je garde ça pour moi. Alors, est-ce que vous êtes sous un régime alimentaire particulier? Est-ce que... Oui. Ici, c'est un régime. Parce que moi, on nous a demandé c'est un régime de manger des choses qui tuent, comme par exemple le gombo, tout ce qui tue, je ne mange pas. Et ce qui a de l'huile rouge non plus, je ne mange pas. Et les parents parviennent à respecter ça au moins, cette prescription? Et il faudrait que les étrangers à respecter. Parce que ils ne peuvent pas donner des médicaments, ils ne peuvent pas donner des médicaments. Et on nous a dit plus tard que si on continue à manger les choses tirantes, ça va tout aggraver la situation. Et c'est pour ça que nous respectons. Et quel est votre vœu le plus cher aujourd'hui, Flavie? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ma vœu le plus cher est de recouvrir dans ma santé. Et ensuite, je voudrais être normal comme... Je voudrais être comme auparavant. Je voudrais redevenir la Slavie que j'étais avant. La Slavie vaillante que j'étais. Parce que je suis tout vaillante. Je ne sais plus rien du passé. Rien. Ma vœu le plus cher, c'est de recouvrir ma santé et redevenir la Slavie du passé. Et pouvoir travailler dans ma vie. Ça, c'est mon vœu. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Qu'est-ce qu'il faut pour la prise en charge? Ils m'ont demandé de faire la kinésithérapie. Ça, c'est la seule chose qu'ils m'ont demandé de faire. Et de boire mes médicaments. C'est ce qu'ils m'ont demandé. Mais je ne peux pas faire la kinésithérapie ni boire les médicaments. Parce que toutes ces deux choses sont tellement chères que je ne parviens pas à faire tous les deux. La kinésithérapie, nous sommes allés à continuer de faire. C'était pas abordable. On a fait 25 séances. Nous sommes allés à la garnison militaire continuer. À la garnison militaire,
Elle a encore ses 25 séances, qui fait 50. J'entends toujours aboutir. Nous avons préféré rentrer à la maison et jusque sur la salle. J'ai demandé aux parents que si ils n'ont pas assez de moyens, nous rentrons à la maison. Il y a les petits soeurs qu'il faut aussi élever. Là, c'est moi seul qu'on va. Là, c'est moi de moi seul qu'on va. C'est là, c'est moi seul qu'on va s'occuper. Ils sont nombreux, ils sont nombreux de 5. Donc, il y a d'autres sœurs même. Encore raison parce que on était juste sur 50, c'était toujours moi qu'on va voir. C'est là que j'ai arrêté ici. Concrètement. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent ce soir, Flavie? Je demande aux gens de donner de m'aider, que puisse trouver en santé, pouvoir travailler dans la vie, pouvoir acheter quelque chose, pouvoir affronter tous ceux qui parlent mal, tous ceux qui regardent mal. Parce que quand je marche, je ne sens plus. Je me sens libre, il y a toujours toi, il y a toujours cette frustration-là en moi. C'est pas facile, je demande de m'aider, de pouvoir faire quelque chose pour moi. C'est tout. Nous avons une bonne volonté de pouvoir faire quelque chose pour moi, que je puisse travailler et puisse avoir ma santé, et que de pouvoir aider ceux qui en ont aussi besoin. Ce que je peux demander là-bas. Dans le temps, une bonne volonté de pouvoir m'aider. Je supplie de m'aider, pour qu'ils puissent sortir de cette situation tout seul. Est-ce que vous avez un message particulier à vos parents, vos frères, qui sont vos meilleurs amis actuellement, puisque évidemment les autres... Je les remercie de m'avoir soutenu jusqu'à ce moment-ci. Parce que sans eux, c'est que je ne serais plus jusque. Je ne serais tout ce que je devais faire. Je les remercie de m'avoir prêté les attentions. Je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait de moi jusqu'à présentement. Je les remercie du fond de mon cœur. Ok. Alors, Maboudia, you said you need, according to doctors, there is a need of 3.5 million for the operation. Yes. Where? In which hospital? For Sisson. Shison. How much do you have? I get 100,000 now. So I get to get and all this sick the way. I get to get some more money way for pass that one, but all this sick way my mirror will call for sick again, so they don't take all the money. Even the ones who just come up, maybe for oxygen or hospital day. Now Friday will come up, maybe for oxygen for this or for 3 days. We mixing them. I want come on, they say my pay 72,000. So just make an then small money where they try for gather and since where they talk of that money. They don't finish all so they remain if it remain at 106,000. They are just they spend now they come decide when I want the way they has. Mm-hmm. Is he following a particular treatment, medicine, drugs? Yes, some medicine they for here where they write down for general hospital they say as we did it so my they give all with blood medicine. But for some so they I be ask them say they don't write medicine for the colon. They say no medicine no day. But when I woke up so I carry and go because I know if it count how many times I rushed for general hospital they so put it for oxygen. They write medicine. So what do you have to say today to all the Cameroonians watching you tonight? What is the message you have? As they don't talk Kora kind money, so now only pray. I don't pray. So I don't come to for this for here today. Say, ma come back for my brother, them, my sister, them, my papa and my mommy them. Say even now how much even man get na 5 family just contribute more try for see say we fit solve the picky problem because since we the picky
I discovered the thing for say I no get peace. I need this first sleep. When I woke up, you know, feel sleep. I did the beg, send me the help. Even how much, even 5 francs you get them. God go bless them. We'll join and sometimes God will help. The money come away, I fit can go for Sunday because we don't try for open bank account for Eco Bank where the money for the come in there where no man no touch them. So that if the money correct, we fit take them now, don't move on now operation. Because if they come for inside hand, you can't again they go make some kind of thing for this. So you need to even come now inside hand now for bank. Okay. So the message has been passed. Et évidemment, si vous avez une contribution particulière, les numéros vont s'afficher tout au long de l'émission. Tout au long de l'émission, vous ferez simplement un SMS et puis l'équipe de Regard Social prendra attache avec vous pour pouvoir recueillir votre don et permettre à cet enfant, au nom de Kimora, qui est âgé de 2 ans et qui est malade du cœur. Il a un trou, il porte un trou sur le cœur et il faut une intervention chirurgicale dans les plus brefs délais qui coûtera 3,5 millions. Issu d'une famille assez démunie. Eh bien, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Il y a également Flavie qui est avec nous ce soir. Alors, Flavie, je vous posais la question tantôt. Vous aviez des rêves. Des rêves, vous vouliez faire quoi dans votre vie, dans la vie? Je voudrais que médecin soit scientifique ou encore journaliste. Ou encore journaliste. Ah d'accord, beaucoup de courage. Merci. Il y a de l'espoir, hein, Flavie. Je souhaite qu'un jour vous puissiez vous aussi assurer la présentation d'une émission, Flavie. Merci. Ok, bien. N'hésitez pas donc, mesdames, messieurs, à apporter votre contribution si vous le souhaitez bien pour que ces Camerounais et Camerounaises puissent retrouver un jour le sourire, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Un autre cas assez pathétique maintenant que je vous propose de suivre et qui a été capté par la caméra de M. Samuel Tchoufa, le chef opérateur de cette émission, c'est bien évidemment le cas de la jeune Salomé Patience qui est âgée de 20 ans et qui est malade depuis 5 ans. Il s'agit aussi d'un cas d'accident vasculaire cérébral. C'est un reportage qui a été réalisé avec la plume de Flavien Valondongo. Je vous propose de suivre cet élément et juste derrière, nous donnons la parole à nos experts pour comprendre réellement ce qui ne va pas. Installez-vous confortablement. Bonne écoute et à tout de suite. L'équipe de Regard Social, dans les couloirs du quartier Bonengan. Nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Sous une légère pluie, une femme porte sur son dos le poids d'une fille âgée de 20 ans et paralysée des membres inférieurs depuis plusieurs mois. L'enfant avait le palu. Après le palu, elle a commencé les crampes. Ça fait 5 ans en 2010. Ça a commencé par les crampes. Après, elle sentait mal aux pieds. C'est là où je l'ai amenée à Yaoundé pour la première fois parce que je suis partie étudier 2 fois. Depuis 1 an, le mois de janvier, qu'on m'a dit qu'elle souffre de l'AVC. C'est ce qu'on m'a dit. Le médecin m'a dit qu'elle souffrait de l'AVC. Et on m'a demandé de faire le scanner. Je n'ai pas pu faire parce que je n'avais plus moyen de me déplacer, même seulement, non seulement le déplacement, même l'argent pour faire le scanner. Je n'avais plus rien. Voilà qui est dit. Cet enfant est malade depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on constate qu'elle souffre de l'AVC, selon les dires du médecin contacté par sa mère. Devrait-on comprendre que la maladie attaque désormais les enfants, elle qui avait possible les personnes âgées de 45 ans révolues. Patience, inerte, ne peut plus rien faire. Apprend-on ici, elle a laissé l'école en classe de 3e. Depuis qu'elle est frappée par l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, il est impossible pour elle de se mouvoir.
Je n'arrive même plus à m'en nourrir, c'est ma mère qui me nourrit. Je ne peux plus rien faire de moi-même. Il faut qu'on me fasse tout. Si elle veut même me tourner sur le lit, il faut qu'une personne vienne me tourner parce que moi-même, je n'arrive même plus à me tourner, à faire certains mouvements. Si je suis fatiguée de m'asseoir de ce côté, il faut que ma mère vienne à mon aide. Si je suis fatiguée de coucher de ce côté, il faut qu'elle vienne me tourner. Donc je n'arrive plus à rien faire moi-même. Tout on fait pour moi. Sa mère est désormais tout pour elle. C'est elle qui la lave, c'est elle qui la oint, c'est elle qui lui donne à manger même. Là maintenant même, je n'ai plus rien. Moi je suis ménagère, j'ai tout arrêté. Je travaille dans les maisons, mais comme l'enfant ne peut plus rien faire, même ce qui me ramène un peu d'argent pour manger, je n'en ai même plus. Même le scanner qu'on m'a demandé, je ne peux plus avoir les moyens. Je suis là à la maison tout mon temps passé. Si elle veut faire caca, si elle veut faire ceci, je la tourne au lit. Je n'ai plus rien avec moi. Je n'ai plus rien. C'est terrible sur moi. Je suis en location. J'ai même pensé aller au village avec elle, mais c'est là-bas que je veux trouver une solution au village avec son état. Je ne sais pas. Quand la maladie a commencé, je suis allée chez les tradipraticiens. Ça n'a pas toujours donné. La maladie ne faisait que continuer. Là maintenant, je fais les prières avec le prêtre. C'est avec le prêtre que je fais la prière. Il n'y a que le Seigneur qui peut me sauver parce que je n'ai plus. J'ai toute ma confiance à Dieu. Ce n'est que lui qui peut venir à mon aide. Sa mère a désormais pour seul repère que Dieu Tout-Puissant. Il est donc organisé des séances de prière au jour le jour dans le but de susciter une éventuelle guérison de patience. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu. Toi-même qui sais, Seigneur, ce que nous retrouvons dans cette famille, pour notre petite sœur, depuis des années, depuis des mois que nous sommes en train de marcher pour elle, toi-même tu sais. Et c'est pour cela que nous tournons toujours le regard vers toi, parce que nous savons que ce n'est que toi qui as le dernier mot, c'est toi qui as la guérison. Que toi-même, Seigneur, tu bénisses ces maisons, tu bénisses ces pieds, Seigneur, que dès maintenant nous savons que notre petite sœur est guérie au nom de Jésus. Et nous savons que par ta puissance et ta force, tu béniras tous les malades, les gens qui vont nous aider, tous les gens qui vont donner les remèdes pour que notre petite sœur puisse avoir la guérison. Le mot argent ne fait plus partie du vocabulaire de la mère de patience. Aujourd'hui, elle est sans moyens financiers. Cette famille trouve désormais son soutien auprès des voisines. La mère de Tatiana, c'est ma voisine. Bon, quand elle n'est pas souvent là, je donne coup de main. Quand Tatiana, bon sûr, quand elle fait les selles, je me lève, je m'occupe d'elle. Quand il y a à manger, bon, je donne. Parce que cette maman, elle n'a rien. Elle souffre énormément. Elle n'a rien. Là où elle est là. Elle ne fait rien. Et c'est les voisines qui les aident. Même à manger, là où maman est là. Elle n'a rien. L'ambiance est donc morose dans la famille. Les deux parents séparés pour des raisons inconnues peinent à s'accorder sur la solution au problème de leur progéniture. L'enfant, quand on s'est séparés, les deux enfants étaient avec leur papa et Kondo Titi. Mais depuis qu'elle a commencé à souffrir, elle a eu ce mal-ci. Il m'a demandé d'aller chercher l'enfant. Donc je suis avec elle comme ça partout. Elle est avec moi depuis qu'elle est malade. Le scanner, recommandé par le médecin pour comprendre les vraies causes de la maladie de patience, n'a jamais été fait, faute de moyens financiers. Après la paralysie des membres inférieurs et supérieurs de patience, la victime perd de temps en temps l'usage de la parole. Il y a même souvent des jours que je n'arrive même pas à parler. Je suis obligée de rester tranquille, calme. Je ne parle à personne. On me pose la question, je réponds seulement par la tête. Aujourd'hui, ça a été une chance pour moi. Ce qui me choque, c'est que quand elle n'arrive pas à parler, elle commence à pleurer. Je ne sais pas ce qu'elle a vraiment besoin. Je n'arrive plus à me retenir. Ça fait moi-même. Vous voyez, ce n'est pas mon poids. Je suis en train de maigrir parce que l'enfant ne peut pas vivre.
des moments si difficiles. À un moment donné, même parfois, me dit que maman, c'est mieux que je pars. Et ça me dérange. Je n'ai que eux deux, comme les enfants. J'ai 3 enfants, 2 filles. Je ne sais pas. C'est ce qui me choque, ça me finit vraiment. Tu ne peux pas voir comment ton enfant finit. Tu n'as pas les moyens, tu la regardes avec les yeux. Je n'ai rien. Quand ma petite soeur, Patience, ma mère part au marché, quand je reste avec elle ici, quand elle me demande, quand elle veut faire pipi, elle me fait les gestes. Quand elle veut faire pipi, je n'ai pas la force pour lui porter. Je suis obligée de demander de l'aide aux voisines qui viennent m'aider à lui mettre sur le pot ou bien lui nourrir. Même je lui nourris parce qu'elle n'a pas la force de... Elle n'a plus de mains. Les mains sont mortes parce qu'elle ne peut plus se faire nourrir. Donc elle me demande de lui nourrir. L'enfant n'a pas de médicaments. Je demande aux médecins s'ils peuvent m'aider à faire le scanner qu'on m'a prescrit, afin de savoir ce qu'il faut à la suite. Je demande vraiment l'aide pour tous les médecins qui me voient, qui m'entendent, qui me donnent vraiment un coup de main. Je ne peux plus faire, je n'ai pas l'argent pour faire cet examen-là. Et tous les âmes de bonne volonté de pouvoir m'aider pour sa situation. La petite Patience, âgée de 20 ans seulement, est victime de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Pour elle, il est préférable de quitter ce monde parce qu'elle devient un fardeau pour ceux qui l'entourent. Je pense aussi que tous mes petits frères, mes petites soeurs sont à l'école et je pense qu'une année scolaire va encore recommencer. Je vais encore rester à la maison cette année. Ça me fait souvent tellement mal. Quand je vois même ma petite nièce marcher, je me sens malheureux que je n'ai pas fait de moi. Je n'arrive pas à marcher. Parfois, je passe toute une journée à pleurer. Ma mère me calme et je dis à ma mère que maman, je suis forte même de parfois. Je ne pleure pas, mais le jour que tu me vois pleurer, il faut me laisser parce que le mal que je ressens sur moi est tellement beaucoup. Le mal que je ressens sur moi, parfois, il n'arrive pas souvent à supporter. Parfois, il dit même que pourquoi ne pas mourir que de continuer à vivre ainsi, à souffrir, à faire aussi les autres souffrir. O somele binyo masoma ekila bajo bavula wasadi bodu iboledu kukure. Ainsi va le monde, ainsi va le quotidien de ces jeunes, de ces adolescents, de ces enfants. Un quotidien difficile, ça vous l'avez pu le remarquer. Et n'oubliez jamais, il n'y a aucune joie à être heureux tout seul. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Aidez autant que vous le pouvez pour que nous puissions construire un monde meilleur. Et pour comprendre réellement ce qui ne va pas, pourquoi la maladie du cœur touche cette couche jeune de plus en plus au Cameroun, nous recevons en plateau ce soir des experts tout à fait avertis sur la question, il faut le rappeler. Nous recevons avec beaucoup de plaisir le docteur Paul Ndembe. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. Alors vous êtes pédiatre. Tout à fait. Faut-il le rappeler, de l'association des médecins pédiatres. Oui, je suis le secrétaire général de la Société camerounaise de pédiatrie. Voilà, la Société camerounaise de pédiatrie. Ces cas, vous en connaissez des milliers? Écoutez, c'est un tableau de notre société. C'est vrai que en introduction de cet exposé, il était dit que ce sont des cas qui émergent, mais je pense que c'est tout simplement l'information qui est répandue. Ce sont toujours des cas qui ont existé et c'est mieux de les porter à l'attention publique pour que nous puissions prendre nos responsabilités. Parce que lorsqu'on voit telles images qui sont vraiment pathétiques, on se pose la question si des individus doivent supporter autant de peine
cela interpelle pas seulement le corps médical, comme disait cette femme dans le témoignage, mais toute personne et surtout les autorités, parce qu'on ne saurait vivre effectivement dans un cycle aussi infernal. Parce que si on va en profondeur, et c'est le but de cette émission, c'est pour dire que ces cas ne sont pas du tout rares, ils ne sont pas du tout rares, ils sont fréquents. On les diagnostique peut-être un peu plus ces jours-ci et les parents sont un peu plus courageux parce que ce sont des enfants qui très souvent ne sortent pas de la maison, ou bien qu'on jette tout simplement, ou bien qu'on cache, ou bien qu'on tue. Hein. Ça, ce sont des choses qui sont réelles dans nos familles. Pourquoi pas? Parce que c'est une déchéance en fait humaine, c'est une déchéance familiale d'avoir souvent de tels enfants. On pense que c'est la fatalité et on accuse le diable, on accuse les marabouts, on accuse tout le monde. Donc c'est un problème social très important. Très bien. C'est un problème social, il faut le rappeler, qui touche environ 37 000 enfants au Cameroun. Et de ces 37 000, seuls 9% sont opérés. C'est une question de santé majeure, ça vous l'avez dit. Il faut interpeller également la responsabilité ou alors la politique publique pour ce qui est de la prise en charge sur la question. Nous en parlerons tout au long de cette émission avec des chiffres tout à fait frais. Nous recevons également en plateau ce soir le docteur Ndiomu Armel. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regard Social. C'est un plaisir. Vous êtes cardiologue, vous êtes membre de la Société camerounaise de cardiologie. C'est bien ça. Voilà, de cardiologie. Des phénomènes pareils. Est-ce que vous tombez des nues en écoutant ces témoignages, ces différents récits? Tomber des nuits un peu. Parce que quand on se met de l'autre côté et qu'on écoute un témoignage aussi poignant, forcément on est ému. Mais c'est vrai aussi que c'est notre quotidien, parce que c'est des enfants que nous recevons régulièrement en consultation. Et nous pouvons rappeler par exemple que les cardiopathies chez les enfants, ça existe. Et nous pouvons dire que par exemple, un enfant sur 100 dans nos maternités souffrirait d'une cardiopathie congénitale, c'est-à-dire une malformation cardiaque avec laquelle il est né. Donc c'est une pathologie qui est courante et actuellement des efforts sont faits pour améliorer la prise en charge, pour améliorer le diagnostic et je pense qu'il faut continuer. Très bien. Alors, docteur Namboulanti Hervé, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous faire l'honneur d'être là. Vous êtes neurologue. Tout à fait. Vous êtes neurologue. Est-ce que vous vous sentez interpellé par ces cas? Tout à fait. C'est aussi le quotidien de la pratique médicale que nous faisons, notamment les prises en charge des pathologies neurologiques. Et ça nous interpelle d'autant plus que cette affection, ce groupe d'affection constitue une des premières causes de handicap majeur. Et avec la meilleure prise en charge d'autres causes, notamment infectieuses telles que la poliomyélite, on se rend compte qu'il y a un recul des causes infectieuses pour une avancée des causes type AVC et qui touche de plus en plus les sujets jeunes et qui peut avoir un lien justement avec les habitudes qu'on pourra voir au cours de l'émission. Très bien. Alors, docteur Serge Lombat, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous faire l'honneur d'être là. C'est moi. Vous êtes radiologue. C'est ça. Très bien, vous êtes radiologue, vous êtes promoteur, il faut le rappeler, d'un centre hospitalier qui est tout à fait récent avec un matériel de pointe. Mais dites-nous, ces cas, vous en recevez régulièrement? Oui, disons que oui, on en reçoit. Pas régulièrement. Disons que depuis l'ouverture effectivement du centre dont vous parlez, j'ai reçu, on va dire, 3 cas. 3 cas avérés, hein, avérés d'accident vasculaire cérébral ischémique. Parce qu'il faut dire, je ne veux pas entrer dans le vif, il faut dire qu'il y a des hémorragiques et des ischémiques, donc j'en ai reçu 3 déjà. Et oui, il faut en parler. C'est-à-dire que, voilà, on va entrer directement dans le sujet si vous voulez, c'est-à-dire que vous avez soit une rupture d'une artère cérébrale, ça fait hémorragique, ou alors un vaisseau qui est bouché par un caillot, ça c'est ischémique. Voilà un peu la différence entre les deux. Et ça, c'est vrai, ça... Très bien. Alors, puisque je suis entouré exclusivement de médecins ce soir, je vous permets justement de procéder par diagnostic. Alors, docteur Ndembe, qu'est-ce que vous en dites? Quel est le diagnostic que vous pouvez en faire à l'écoute de ces différents cas? Est-ce qu'il s'agit exclusivement des cas de cardiopathie puisqu'évidemment, on le constate,
c'est une maladie qui touche des enfants et des jeunes que nous avons écoutés ce soir. Disons que, en fait, les cas qui ont été bien reportés ce soir portent sur deux entités. Et pour les auditeurs, je crois qu'il est mieux de préciser qu'il ne s'agit pas de la même chose. Il s'agit d'un côté des accidents vasculaires cérébraux. Donc, une interruption brutale de la circulation au niveau du cerveau, qui peut être liée, on l'a dit tout à l'heure, soit par un caillot qui bouche le vaisseau, donc le sang ne passe plus à ce niveau, il n'y a plus d'oxygène et cette partie du cerveau meurt. Ça, c'est l'ischémie dont on a parlé tout à l'heure quand il s'agit d'un caillot. Mais sinon, il peut arriver que le vaisseau se rompe. Pour certaines raisons, la tension artérielle peut être levée, un vaisseau est mal formé, il peut se rompre. Et bien sûr, quand se rompt, la partie du cerveau qui est irriguée n'est plus irriguée et elle va finir par mourir. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle accident vasculaire cérébral. Le cas de l'enfant que nous avons vu sur le plateau est totalement différent. Là, on parle de maladie cardiaque, de cardiopathie, c'est-à-dire une atteinte du cœur. Et dans ce type de maladie cardiaque, il y a les maladies, les cardiopathies congénitales, c'est-à-dire la personne naît avec une malformation du cœur. En fait, vous avez un cœur qui peut ne pas être normal, on peut avoir un trou dans le cœur. En fait, la chambre cardiaque, le cardiologue le précisera tout encore mieux que moi. Le cœur est composé de 4 chambres, mais et des cloisons. Il peut avoir des trous entre les cloisons, dans un trou dans le cœur. On peut avoir une malformation d'une partie du cœur, l'enfant naît avec cette malformation d'une partie du cœur, ou bien avec une partie du cœur qui manque. Ce sont ces trois ensembles qui vont donc faire ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Mais il faut se dire, donc l'enfant naît avec ce problème, cette malformation. Mais il peut arriver que l'enfant naît avec un cœur normal et dans la vie, il attrape certaines infections sur lesquelles nous reviendrons certainement pour donner des recommandations, des infections microbiennes, ça peut être des infections cutanées, ça peut être des infections de la gorge, une angine, qui mal pris, qui mal contrôlée, mal traitée, peut entraîner donc maintenant une cardiopathie qu'on va appeler cardiopathie acquise, c'est-à-dire la maladie, ce microbe, ce n'est pas le microbe lui-même, c'est un autre mécanisme, mais il faut que le public comprenne, cette maladie va entraîner un problème au niveau du cœur et va complètement, endommager le fonctionnement des portes du cœur, parce que je vous ai dit qu'il y a 4 chambres, il y a donc des portes pour circuler, il va endommager donc ces portes, et bien sûr, cette porte étant endommagée, on va les appeler les valves. Cela fera en sorte qu'à un moment donné, le cœur qui doit battre tous les jours, chaque fois, disons, prenons un cœur d'un adulte, c'est 10 fois par minute, à un moment donné, il ne pourra plus battre comme il faut, parce qu'il n'aura plus la force nécessaire, parce que le sang ne circulera pas comme il faut, il va se fatiguer. Et c'est ça donc qui va entraîner l'insuffisance cardiaque. Donc on a 2 problèmes. C'est vrai que les problèmes de cardiopathie congénitale peuvent, et même le traitement des cardiopathies congénitales peuvent entraîner des accidents vasculaires cérébraux, mais nous parlons de 2 choses totalement séparées ce soir. Très bien. Alors, docteur Ndjomu Armel, vous êtes cardiologue, ça je l'ai dit. Alors, en écoutant le docteur Ndembe, je retiens 2 pathologies, cardiopathie congénitale et puis accident vasculaire cérébral. Alors, comment vous pouvez les illustrer à travers les cas que nous avons écoutés ce soir dans le reportage, la jeune qui était assise à ma droite tout à l'heure et puis l'enfant, pour que nos téléspectateurs aient une photographie réelle de la réalité. La photographie réelle, merci Eric, c'est je partirais du cas le plus simple, facile à présenter, c'est le cas du tout petit enfant et qui est né, la maman nous dit qu'on lui a dit que l'enfant a un trou dans le cœur. Et ça rejoint exactement ce que le docteur vient d'expliquer, en disant que l'enfant peut naître avec une malformation cardiaque.
Mais en fait, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut avoir une malformation cardiaque chez un enfant qui naît. En général, au courant de la grossesse, la maman peut attraper une infection, par exemple la rubéole, et cette infection n'est pas bien traitée, peut-être parce que la maman n'a pas suivi ses consultations prénatales, et cette infection peut donc entraîner des malformations chez l'enfant qui est encore en train de se former dans le ventre. Ça, c'est l'une des étapes. L'autre chose qu'on peut avoir, c'est la prise abusive des médicaments. Donc, peut-être que la maman, pendant la grossesse, consomme des médicaments qui ne sont pas autorisés ou prescrits par le médecin, et c'est là, au moment de la formation de l'embryon, du développement de l'enfant dans le ventre, ça entraîne également des malformations. Et on peut aussi avoir certains cas de consanguinité, c'est-à-dire des mariages très proches, n'est-ce pas, des cousins et des cousines qui se mettent ensemble pour accoucher un enfant. Et ça peut aussi entraîner des malformations chez les enfants. Donc en fait, voilà ce qu'on peut avoir. Mais qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est que cet enfant qui naît, déjà, on doit comprendre qu'avant la naissance, un diagnostic anténatal peut être fait. C'est-à-dire, lors d'une échographie, on peut déjà parfois diagnostiquer une malformation chez cet enfant et prendre la décision, si elle est importante, soit d'interrompre ou bien de laisser continuer à développer la grossesse. Mais quand l'enfant naît, il est important de se dire, tout enfant qui naît doit bénéficier d'un examen total à la naissance. Il faut ausculter correctement un enfant pour rechercher un souffle cardiaque qui pourrait déjà attirer l'attention afin d'accélérer une prise en charge. Parce qu'un enfant qui continue à grandir avec une atteinte cardiaque qui n'a pas été diagnostiquée et qui n'a pas été prise en charge, on comprend donc que toutes les complications que le docteur précisait puissent se mettre en route. Donc, il y a déjà une rapidité dans le diagnostic et ça facilite une prise en charge et une récupération rapide. Donc ça, c'est le cas du petit enfant et ce que nous pouvons dire. Mais chez les enfants également, il y a une deuxième affection, comme il a précisé, c'est-à-dire qu'il touche les enfants entre 5 et 15 ans. Donc, ils vont vous développer une atteinte cardiaque, mais cette fois-ci secondaire à une infection qu'ils auraient chopée. Par exemple, l'enfant qui vous fait une angine. Et nous savons que chez nous, traditionnellement, l'angine se traite avec le charbon qu'on met dans de l'eau chaude, avec des fruits noirs et tout. Et on fait avaler l'enfant, cette fois disant que ça va traiter l'angine. Or, il n'en est rien du tout. Alors, le piège dans le développement de cette pathologie, c'est que parfois, ça évolue par une phase un peu d'accalmie. C'est-à-dire, l'enfant va vous faire une angine. Après environ 21 jours, il peut vous faire quelques douleurs dans les articulations. On va donner quelques anti-inflammatoires. On aura l'impression que tout est fini. Pourquoi? En fait, parce que la maladie est entrée dans une forme d'hibernation. Et alors, la réaction qui s'est produite dans l'organisme va continuer à se développer, aller toucher dans les valves cardiaques. Et à ce moment, tout de suite, il y aura une destruction de ces valves par deux mécanismes. Soit la valve, comme il a expliqué tout à l'heure, c'est comme une porte qui s'ouvre. Soit la porte ne pourra plus bien se fermer, on parlera d'une insuffisance mitrale ou aortique, soit la valve ne pourra plus bien s'ouvrir, on parlera, n'est-ce pas, d'un rétrécissement. Donc voilà ce qu'on peut donc avoir comme principale pathologie chez les enfants et avec des sources qui sont bien identifiables. Très bien. Et pour les jeunes, que nous avons écoutés ce soir, dans l'esprit du commun des mortels, les accidents cardiovasculaires ou les accidents vasculaires cérébraux étaient jusqu'ici réservés à une couche, à une tranche d'âge relativement plus avancée. Comment comprendre la présence de cette pathologie dans cette couche relativement jeune? C'est vrai que les deux cas que nous avons eus tout à l'heure peuvent avoir une explication toute simple, puisque la jeune fille, elle avait, je crois, 12 ans lorsqu'elle a eu son accident vasculaire. Je parle sous le contrôle du neurologue, mais là, je crois qu'on peut beaucoup plus évoquer des malformations au niveau, n'est-ce pas, du cerveau. On peut parler des anévrismes et autres qui peuvent, n'est-ce pas, se rompre et entraîner ce genre de manifestations. Mais cependant aussi, c'est certains types de terrains. Par exemple, les enfants qui ont un trait drépanocytaire, ils peuvent aussi facilement faire des accidents vasculaires cérébraux. Bon, mais s'il faut maintenant extrapoler, sortir un peu du contexte de ces deux cas que nous avons eus, on retrouve aussi régulièrement des accidents vasculaires cérébraux chez les jeunes qui s'adonnent un peu à un alcoolisme poussé, avec de l'alcool de mauvaise qualité, eux aussi sont exposés à développer facilement des accidents vasculaires cérébraux. Ce qui n'est pas le cas pour ceux que nous avons vus seulement. Donc ce soir, vous parlez aux jeunes qui consomment de l'alcool Oui, honnêtement aujourd'hui l'alcool c'est un facteur parce qu'en fait le problème n'est pas trop l'alcool, mais aussi c'est aussi la qualité de l'alcool qui est consommé et
la quantité qui est consommée. On se rend compte que les jeunes maintenant abusent un peu avec la consommation d'alcool. Nous avons eu des cas qui ont été rapportés l'année dernière de 2 jeunes de 22 et 23 ans qui sont sortis après une virée, mais ils sont présentés à l'hôpital général et ont fait un accident vasculaire cérébral. Voilà. Sans avoir d'hypertension, ni de diabète, rien d'autre. Voilà. Très bien. Alors, docteur Nambou, qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre diagnostic à l'écoute des différents témoignages, surtout des cas de ces jeunes adolescentes qui ont été frappées d'un accident vasculaire cérébral, du point de vue de la neurologie? Oui, tout à fait, merci. Je vais quelque peu m'appesantir sur les causes, c'est-à-dire les causes de ces accidents vasculaires cérébraux, notamment chez le sujet jeune, dans la mesure où il existe plusieurs causes. Les 2 cas d'espèce qu'on a eu à rencontrer ce soir traitaient essentiellement, en fait, reflétaient des malformations, des causes malformatives et des causes probablement infectieuses, notamment chez la jeune adolescente, dans la mesure où c'est vrai qu'elle a évoqué quelque chose qui, j'espère, était une incompréhension de sa part et qui n'était pas l'expression du médecin, parce qu'elle a dit un vaisseau s'est rompu et le sang a coagulé. C'est un peu les 2 mécanismes, parce que c'est un caillot qui obstrue un vaisseau, et lorsqu'un vaisseau rompt, c'est là qu'on a une hémorragie. Dans les 2 cas, les 2 formes d'AVC, c'est soit ischémique. Dans ce cas, on a un caillot ou une plaque d'athérome qui bouche un vaisseau et qui, comme mon prédécesseur l'a bien expliqué, crée une nécrose qui paralyse un membre qui correspond à la zone du cerveau qui est atteint. Dans le 2e cas, c'est un vaisseau qui, dans un cas de malformation, peut rompre et le sang qui saigne au niveau du, en fait, qui s'extrait du vaisseau au niveau du cerveau peut créer une lésion qui, à ce moment-là, provoque des signes cliniques qui sont ceux de l'AVC, un déficit essentiellement. Donc, dans son cas, on peut penser à l'un ou l'autre. Et en général, dans les formes rhumatismales, c'est la petite enfance, le grand enfant et l'adolescence, parce que c'est dans cette tranche de population qu'on a des cas d'angine. Et c'est un mécanisme qui est indirect dans la mesure où l'infection finit par atteindre le cœur, comme l'a expliqué le cardiologue, et qui, par la suite, puisque c'est le cœur qui perfuse le cerveau, on a un caillot ou une embole, c'est-à-dire une sorte d'agglomération de particules bactériennes et autres qui peut migrer vers le cerveau et obstruer un vaisseau. Là, on a un AVC ischémique. Donc là, on peut dire que sur les témoignages, on a à peu près 3 causes. Malformative chez le plus petit, malformative vasculaire cérébrale, le plus petit c'était cardiaque. Chez la jeune, on peut évoquer 2 hypothèses, soit une malformation au niveau artériel ou artério-veineuse au niveau du cerveau, soit une angine qui attaque le cœur et de façon, in fine, atteint le cerveau. Donc ça sont les 3 causes. Donc je voudrais attirer l'attention du public sur d'autres causes qui peuvent aussi être incriminées dans le cas d'AVC du sujet jeune, notamment chez la jeune femme qui est migraineuse et qui est tabagique et qui serait déjà sous contraceptif. Ça, c'est un cocktail qui multiplie par 5 le risque de faire un AVC. Une jeune qui est... Bon, déjà, ça sous-entend que migraine plus tabac, déjà, ça augmente le risque. 2 à 3 fois plus de risque. Et si en plus, il y a une contraception hormonale qui est prise, ça multiplie par 5 le risque de faire un AVC. Et puis, il y a les causes hématologiques. On a parlé de drépanocytose tantôt. Il y a aussi des formes de viscosité sanguine qui sont secondaires à des atteintes rénales. Un syndrome néphrotique, c'est-à-dire une atteinte rénale qui peut être de plusieurs causes, infectieuses notamment, peut provoquer une hyperviscosité du sang, c'est-à-dire le sang tend à être lourd et coagulé plus rapidement. Et chez le sujet jeune, ça peut aussi être une cause d'AVC ischémique. Et une dernière cause qui me semble aussi importante, c'est la toxicomanie. Donc, on a eu récemment des cas, notamment à Bafoussam, des cas de jeunes, très jeunes, qui se droguent à la cocaïne, le cannabis. C'est des facteurs qui fragilisent les vaisseaux au niveau du cerveau et directement peuvent provoquer des accidents vasculaires cérébraux. Très bien. Et les conséquences, justement, parmi les conséquences, on a pu le constater, il y a la paralysie. Qu'est-ce qui explique et comment on en arrive là? Tout à fait. Bon, la paralysie, c'est le signe déficitaire qui est le plus flagrant, le plus patent. Mais ça rentre dans tout un panel de signes qui peuvent apparaître dans un AVC authentique. Seulement, comme c'est assez spectaculaire, ça grève le pronostic fonctionnel, ça a un lourd impact socio-économique,
Du coup, on identifie directement l'accident vasculaire cérébral à une paralysie. Donc, c'est une des causes. On pourra parler des autres, en fait, l'une des manifestations cliniques, on peut dire. On pourra parler des autres. Donc, ce qui se passe classiquement, c'est que vu qu'on arrive à se mobiliser par rapport aux nerfs qui ont une origine cérébrale pour les commandes motrices, c'est-à-dire le mouvement, lorsqu'on a une atteinte de la commande motrice qui est le cerveau, en général, le cas échéant, c'est une atteinte partielle parce que bon, on ne pourra pas avoir un AVC généralisé de tout le cerveau. Donc, lorsqu'on a une atteinte partielle, selon la carte, le schéma du cerveau, puisque chaque partie du cerveau commande une zone spécifique du corps. Donc, si on a une atteinte d'une zone qui commande le bras droit, on aura dans ce cas une paralysie du bras droit. Classiquement, les nerfs se regroupent dans un faisceau, en fait, sous forme d'un faisceau, bon, qui est classiquement appelé le faisceau pyramidal, mais qui regroupe l'ensemble des mouvements, en fait, qui est à l'origine des mouvements d'un hémicorps, de la moitié du corps. Et en général, ce faisceau croise. Ça veut dire que mon cerveau gauche commande mon corps droit, et vice-versa. Donc ça veut dire qu'une lésion dans mon cerveau gauche provoquera un déficit de mon côté droit. Et ce qui arrive classiquement, on va parler d'une hémiplégie ou une paralysie d'un côté. C'est le cas typique d'un AVC qu'on rencontre classiquement en hospitalisation. Très bien. Alors, docteur Lombat, quel est votre part de diagnostic, le diagnostic du radiologue? Très sincèrement, à écouter les différents témoignages et les premières analyses, très honnêtement, j'ai peur. À quel moment doit-on être inquiet? Disons que quand tout ce beau monde, effectivement, a déjà suspecté un diagnostic, il faut le confirmer. C'est-à-dire que l'enfant arrive, il y a un côté qui est faible ou qui est carrément paralysé, ils vont demander un scanner. Alors le but du scanner est d'indiquer de façon spécifique la localisation de l'accident qui devrait coïncider avec la partie affaiblie, c'est-à-dire paralysée. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est eux, quand ils ont bien posé le diagnostic et bien choisi l'examen, parce que ce n'est pas seulement le scanner. Tout à l'heure, on parlait de scanner, peut-être même que pour elle, c'est l'IRM. C'est pour elle qu'il y ait une compression médulaire haute, par exemple. Donc, il faut être... je pense que c'est une association entre les médecins, cliniciens et les radiologues qui donnent le diagnostic. Donc, justement, pour les deux cas, pour l'enfant, en principe, vraisemblablement, c'est une cardiopathie, donc congénitale, qui aurait pu être posée avant la naissance de l'enfant. C'est-à-dire que vous faites une échographie à 24 semaines, c'est l'idéal. Vous voyez le cœur, vous voyez les cavités cardiaques qui fonctionnent normalement. Et à partir de là, vous signalez déjà au gynécologue qu'attention, cet enfant, il y a une valve qui ne fonctionne pas bien. Donc il y a eu déficit à ce niveau. Ça se voit parfaitement. L'échographie, ce n'est pas pour voir le sexe, hein. C'est pour poser le diagnostic anténataux. C'est ça la vérité. Donc quand un enfant arrive comme ça, cet enfant présentait déjà ça. Elle a certainement fait 2 ou 3 échographies. Vous voyez, donc c'est ça. Et maintenant, une fois que l'enfant est né, il faut dire que le diagnostic est mieux fait plus tôt que le patient est vu. Donc vous interpellez vos confrères qui oui, ça veut dire que, non, d'abord les familles. D'abord les familles, c'est-à-dire que au moment où le déficit, la faiblesse commence, c'est là qu'il faut aller à l'hôpital. Parce que pour les enfants, par exemple, plus le cerveau n'est pas encore mature. Donc plus tôt l'enfant arrive, plus tôt on pose le diagnostic, plus tôt les médecins vont intervenir, mieux il pourra récupérer. C'est ça la réalité. Très bien. Alors, docteur Ndembe, au Cameroun, la prévalence des cardiopathies congénitales, puisque évidemment vous êtes pédiatre, au Cameroun est d'à peu près 9,87%. Je parle sous votre contrôle, docteur Ndembe. Donc, voilà, 9,97 pour 1000. 87 pour 1000. Voilà. Alors, c'est inquiétant. Quelles en sont les causes? Comment, je veux dire, au Cameroun, environ 37 000, ils sont environ 37 000 à souffrir de ce mal, mais seuls 9% de Camerounais
qui souffrent de ces cardiopathies congénitales sont prises en charge. Pour vous, cela pose un problème, non? Disons, si on reprend pour être simple dans les statistiques, c'est 1%, c'est-à-dire un enfant sur 100. C'est quand même énorme. Regardez la population camerounaise. Si un enfant qui naît sur 100 a un problème, vous comprenez que c'est une situation difficile. Je pense même que c'est assez généreux de dire que vous avez une proportion de combien qui sont pris en charge? 9%. 9% qui sont pris en charge. Qui sont opérés. Je trouve même que c'est très favorable. Je trouve que c'est nettement moins. C'est nettement moins. Là, ce sont les chiffres de la société camerounaise. Oui, c'est la société camerounaise de cardiologie, mais je pense que quand vous regardez très bien que c'est vrai qu'on peut faire certaines interventions au Cameroun, etc., mais la grande chirurgie ne se fait pas au pays. Elle nécessite effectivement des gros moyens. La dame qui était là tout à l'heure nous a parlé du Chisson Cardiac Center, qui a finalement posé le diagnostic, qui est pour l'instant l'unique centre fixe où quelque chose est fait. Et pour les grandes interventions, on bénéficie des missions effectivement de l'extérieur qui viennent intervenir. Et vous comprenez très bien qu'on a parlé d'un coût moyen. En fait, elle est dans la moyenne du coût, 3,5 millions. 3,5 millions, ce n'est pas à la portée du premier venu. Même ceux qui ont les moyens. Parce que le cardiologue se reviendra là-dessus tout à l'heure. Parce que même si ces enfants, supposons qu'ils sont des enfants qui sont opérés, et qu'on mette des valves mécaniques, c'est-à-dire les portes qui étaient gâtées, on va mettre d'autres portes qui sont artificielles à ce niveau. Il y a des traitements qu'il faudrait prendre pour qu'il n'y ait pas de coagulation de sang, qui sont à vie, qui sont des traitements à vie. Alors si vous faites le coût de la chirurgie, du suivi post-opératoire, de ces traitements-là, des contrôles, je vous assure, c'est quelque chose de difficile. On devrait intervenir d'une certaine façon. Donc, quand on dit que 9% sont pris en charge, bon, c'est vrai, sur le plan statistique, on va dire on a opéré tant nombre de personnes, telles se sont présentées, mais il y a plein qui ne sont jamais présentées. Je crois que mon collègue sera d'accord avec moi, c'est le bout de l'iceberg qu'on voit qui est pris en charge, mais sinon, on a une panoplie d'enfants qui sont malades et qui ne sont pas pris en charge. Et la preuve, sur ce plateau, vous avez vu cette dame qu'on a interrogée, elle disait qu'elle avait 100 000 francs, etc. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Nous, excusez-moi de faire cette parenthèse, la Société camerounaise de pédiatrie s'est mise avec le Chisson Cardiac Center et quelques partenaires internationaux pour essayer de prendre en charge un certain nombre d'enfants. Je crois qu'il y aura une mission de chirurgie cardiaque qu'elle a évoquée d'ailleurs au mois de novembre, certainement à Chisson, pour prendre des enfants. Nous avons, avec ces partenaires, mobilisé à peu près 70 millions pour cela. 11 enfants sont déjà opérés. Il reste 9 à prendre en charge. Mais je vous assure que nous ne sommes pas au bout de nos problèmes. Pendant que nous voulions faire ces interventions, nous avions, comment dirais-je, en liste d'attente, plus de 300 enfants qui attendent la chirurgie. Et le docteur Chelo, qui est l'un des cardiopédiatres du Centre Mère et Enfants de la Fondation Chantal Biya à Yaoundé, a pu colléger dans la région du centre et du sud près d'une cinquantaine d'enfants qu'il fallait envoyer pour la sélection au Cardiac Center de Chisson. Plus de 80% d'enfants n'ont pas pu faire le voyage pour arriver au centre pour se faire diagnostiquer. Faute de moyens. Mais attendez, nous on voudrait, avec ce que nous avons appelé avoir un bagage, nous voulons les amener à ce qu'on les prenne en charge pour une chirurgie, même s'il y a une contribution minable. Ils n'ont pas les moyens de payer le transport entre Yaoundé, Bamenda, Kumbo. Ce sont des réalités. Donc finalement, les enfants et les jeunes qui en souffrent au Cameroun, évidemment, sont nombreux, mais c'est synonyme de adieu. Sous le regard de tous. Non, je ne dirais pas tout de suite synonyme de adieu. Pourquoi? Parce que je pense que les efforts sont faits. Et c'est par qui?
Non, vous avez écouté ce que la société de pédiatrie est en train de faire. Mais la société de pédiatrie dit bien que c'est insignifiant, c'est marginal par rapport à... Oui, je suis d'accord qu'il faut commencer quelque part. S'il faut suivre un peu le pas de ce qu'il vient de dire, la société de cardiologie, camerounaise de cardiologie organisera des 22 et 29 toute une semaine de sensibilisation sur les cardiopathies de l'enfant, les maladies cardiaques de l'enfant autour de la journée mondiale du cœur. Et en fait, qu'est-ce que nous voulons faire? Comme pour dire, c'est aussi une action qu'on peut mener. Nous avons décidé d'organiser dans les écoles. On va chercher des écoles où on ira examiner gratuitement des enfants. On fera des échographies cardiaques aux enfants dans les écoles. Que ce soit à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bamenda, à Boya, on a sélectionné des espaces où on ira pour examiner les enfants dans les écoles. Mais après ça, est-ce que vous aurez la conscience tranquille? Est-ce qu'il ne faut pas vous constituer en force de proposition pour en faire une question de politique de santé majeure? Je suis tout à fait d'accord, Eric. Si nous le faisons, c'est dans cette optique. Parce qu'en fait, nous ne pouvons pas aller plaider sans avoir les données fiables, sans avoir des cas sous la main. Docteur Chelo en a colligé, mais nous voulons aller dans les écoles pour dire, nous avons examiné les enfants, sur 100 enfants examinés, nous avons trouvé tel nombre d'enfants qui souffrent de cardiopathie et qu'on propose des solutions pour la prise en charge. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'action, c'est aussi d'informer et de sensibiliser. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, vous vous rendez compte, il y a des familles où l'enfant a des difficultés pour respirer. On ne va pas tout de suite à l'hôpital. Maman a décrit tout à l'heure comment l'enfant devient parfois bleu, c'est-à-dire qu'en fait, il change de coloration. C'est ce qu'on appelle la cyanose. Donc, probablement, il nous fait une tétralogie des phallos. Excusez-moi le terme un peu trop médical. Donc, en fait, si on n'est pas attentif, en tant que parent, en tant qu'encadreur à l'école, parfois, un enfant ne peut pas courir. Qu'est-ce que le maître fait? Il va le bastonner. Il ne cherche pas à interroger pour dire, envoie cet enfant à l'infirmerie parce qu'il n'arrive pas à faire l'exercice physique comme les autres enfants de son âge. Moi, je pense que le but ici, c'est déjà aussi d'attirer l'attention de la famille, l'attention des encadreurs et tout, déjà pour repérer les enfants qui ont des problèmes et éventuellement passer à l'étape d'un diagnostic certain. Et nous pouvons dire aujourd'hui, franchement, qu'au Cameroun, les enfants sont correctement opérés. On a un centre à Chisson qui fait des merveilles, permettez-moi le terme. Moi, j'ai plusieurs enfants, adolescents, adultes et jeunes que j'ai envoyés à Chisson et qui ont été opérés et qui vivent parfaitement. Oui, mais là n'est pas le problème. Justement, docteur Lombos, mais là n'est pas le problème. Moi, je vous attendais, parce que vous comprenez bien que la solution est globale. Et c'est l'État. C'est ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous parler des millions et des millions, des gens qui ne peuvent pas payer le benz kit pour se déplacer. La solution, il faut le dire, c'est-à-dire que c'est l'État qui doit organiser la santé dans un pays. On ne va pas tourner autour pour affronter tout, mais je pense que c'est l'État qui doit, il faut le dire clairement, même si aujourd'hui l'État essaye, je dis essaye, mais je dis il faut aller au fond, il faut absolument que les politiques publiques de santé soient améliorées. Et quand on parle d'assurance maladie universelle, ça doit être une réalité. Absolument. La Côte d'Ivoire, ils ont commencé, il faut commencer quelque part. D'abord. Parce que tout ce monde, qui va s'occuper d'eux? Vous ne pouvez pas substituer à l'État toute la vie. Ça, c'est pas possible. Et que dit le neurologue sur la question? La prise en charge couvre les yeux de la tête pour ces familles. Tout à fait, oui. C'est le problème de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux dans la mesure où déjà, pour pouvoir poser ce diagnostic, on l'a vu dans le cadre du reportage, du documentaire, le diagnostic positif, c'est-à-dire la maladie en elle-même n'a pas encore pu être affirmée par le coût assez prohibitif du scanner. Donc ils n'ont pas les moyens de pouvoir réaliser cela. Donc malheureusement, c'est une pathologie pour laquelle le premier examen le plus important constitue le scanner, voire l'imagerie par résonance magnétique, qui a un coût assez important. Donc je pense que c'est là la première embûche ou le premier obstacle sur lequel les patients se butent. Maintenant, je suis d'accord avec le docteur dans la mesure où je pense que c'est plus une politique, en fait c'est aux politiques de mettre sur pied des stratégies pour essayer de venir en aide, de couvrir ces problèmes. Mais à notre niveau, ce qu'on se doit de faire, c'est d'être disponible déjà dans nos lieux de service et puis de faire une sorte
sensibilisation, information, comme on le fait actuellement. Je pense que ça commence par là et après, quand les pouvoirs publics seront assez sensibilisés, si on est contacté, on pourra apporter notre expertise. Mais ils le seront quand, ces pouvoirs publics-là? Bon, je pense que c'est à eux qu'il faudra poser la question, je pense. Mais nous, on est disponible. L'expertise est disponible, mais après, c'est des stratégies qui sont nécessaires à mettre en place. Quoi. On est d'accord sur un principe. Le système de santé au Cameroun reste embryonnaire, docteur Dembe. Oui, je pense qu'il faut dire que nous sommes quand même dans un pays en voie de développement. Même lorsqu'on parle d'émergence, il y a encore beaucoup d'années lorsqu'on l'évoque. Mais je pense qu'il est important que nous puissions faire notre part de choses parce qu'il faut un peu d'ordre dans toute chose. Il manque peut-être sur ce panel également même un gynécologue. Et le docteur l'a dit, ça commence déjà par une femme qui est enceinte, qui attend un enfant, savoir au moins qu'on ne consomme pas de l'alcool, qu'on ne fume pas, qu'il faut se faire vacciner contre ceci ou cela. Aller à l'hôpital pour faire des consultations prénatales. Il y en a, il peut y avoir 3 ou plus. C'est important. Et puis, que les médecins aussi, et s'il y avait un gynécologue, on pourrait poser la question. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un trou dans le cœur. Et le radiologue a bien dit que l'échographie obstétricale n'est pas là pour regarder absolument, essentiellement le sexe de l'enfant. Et c'est important. C'est un problème de société. Lorsque tout le monde se permet de faire des échographies, même moi, lorsque j'étais en spécialité de pédiatrie, j'ai aussi fait un stage de radio de 6 mois. Ici, il s'agit de mettre, comment dirais-je, une sonde sur le ventre d'une femme. Je vais voir quand même la tête et je vais voir le cœur qui bat. Ce n'est pas ça l'échographie obstétricale. Il faudrait qu'on puisse mettre un peu de l'ordre dans le travail qui est fait. Tout le monde ne peut pas être un échographe. Un suivi de grossesse, c'est quelque chose de sérieux parce qu'il s'agit d'une vie et d'un avenir. Hein. Et là, vous parlez malheureusement, mais je dis qu'il manque un gynécologue sur le terrain également. Il faudrait qu'on, sans leur jeter la pierre, hein, mais il faudrait, tout le monde ne peut pas faire les échographies, tout le monde n'a pas les aptitudes. Il ne s'agit pas d'une photographie, il s'agit d'un screening. Et lorsque l'enfant naît, et là c'est aussi un enjeu important, il faudrait que l'accouchement puisse être assisté d'une certaine manière. L'État, c'est vrai, fait des formations par rapport à cela. Et après la naissance d'un enfant, il y a les médecins, il y a les infirmiers qualifiés, il y a les pédiatres, puisque les pédiatres, nous sommes peut-être une centaine, on n'est pas très nombreux, mais l'enfant doit être ramené dans le centre pour être examiné. C'est important. Si on arrive à écouter le cœur, le cardiologue sait que 80 enfants sur 100, on aura un bruit dans le cœur. 80 sur 100, c'est beaucoup. Mais il ne s'agit pas d'une anomalie. Il faudrait revoir ces bruits qu'on appelle souffles vont disparaître et finalement on sélectionnera, on verra finalement ceux qui ont un bruit anormal qui est permanent. Examinez un enfant, regardez sa coloration. Il parlait de cet enfant qui était bleu, c'est ce que c'est la vraiment changé de couleur. Regardez sa coloration, regardez comment il respire, regardez comment il se prend les biberons. Est-ce que lorsqu'il tète, est-ce qu'il transpire? Ces consultations élémentaires doivent être faites. Il faut que la population, c'est vrai, on jette la pierre à l'État, mais que la population se dise qu'il y a un minimum de choses. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, tout le monde s'attelle à acheter les cahiers, les cartables, payer la pension. Mais un enfant, c'est une vie, c'est un avenir, c'est un investissement. Il est donc important qu'on prenne un minimum de précautions pour agir précocement. Lorsque l'enfant est malade et qu'il a la fièvre, dans notre société, tout le monde dit « Ah, l'enfant a le palu ». Alors, lorsqu'il a le palu, qu'est-ce qu'on fait? On prend le paracétamol. Je tiens à dire, puisque j'ai la caméra, que le paracétamol, c'est tout simplement un médicament qui baisse les maux de tête et qui diminue la température, c'est-à-dire la fièvre, mais qui ne soignera jamais le paludisme qui est lié à une piqûre de moustique. Donc, les fièvres peuvent être dues à une angine. Et on voyait tout à l'heure le traitement qu'on fait des angines. Dis aux gens que les angines ne sont pas des choses aussi banales. Et que si votre enfant a de la fièvre, il faut l'amener dans un centre hospitalier. Ça peut être un paludisme qu'on peut traiter rapidement. Ça peut être un début de méningite qui peut avoir une complication dans les accidents vasculaires cérébraux qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être une angine, comme j'ai dit, qui pourrait se compliquer d'une atteinte cardiaque. Donc la société doit prendre conscience de ses enfants, en dehors même du gouvernement. Mais
Ce qui est vrai, c'est le gouvernement qui fait la politique du pays et qui doit gérer ses enfants. Et l'émergence ne passera pas du tout avec une population un peu... Donc vous êtes pessimiste. Dans tous les sens. Non, pas du tout, mais je pense que tout le monde devrait mettre la main sur la pâte pour pouvoir sortir de cela. Ok. Alors, docteur Ndiomo, pour rester dans le prolongement de la question de la prise en charge, on observe également que dans les formations hospitalières, le diagnostic est parfois mal posé. Nous avons pu rencontrer des cas, lorsque nous préparions cette émission, des cas de diagnostic mal posés malheureusement, pas à temps, parce que justement, je ne sais pas si je parlerai d'une légèreté dans l'exercice ou la pratique par certains médecins, etc. Mais est-ce que c'est des causes non négligeables? Que faut-il réellement? Non, je pense que la discipline dont le pédiatre parlait doit être de rigueur, c'est-à-dire chacun doit savoir faire ce qu'il connaît faire. Et malheureusement, il y a un peu d'amalgame. Donc, dans l'amalgame, c'est normal qu'on puisse évoquer des cas de mauvais diagnostic ou encore de diagnostic erroné. C'est possible. Donc, en fait, et retenons aussi que le médecin n'est pas un dieu. Ce n'est qu'un médecin. Il a appris, il a une formation pour pratiquer la médecine. Et il a des lacunes, il a des manquements. Donc, ça peut exister. Donc, on ne va pas tout de suite dire, parce qu'il y a eu une erreur de diagnostic, que c'est parce que le médecin est nul ou bien il ne sait pas quoi faire. Donc, je pense que ça peut arriver. Honnêtement, ça peut arriver parce que c'est des connaissances. Et les connaissances évoluent. Mais ce qui est important, c'est de dire, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, il faut poser le diagnostic à temps. Et là, ça implique tout le monde. Il y a des sociétés où on amène l'enfant qui ne se plaint de rien chez le pédiatre juste pour une consultation de routine. Juste comme ça, parce que ça fait 6 mois, l'enfant n'a pas vu le pédiatre, on l'amène voir le pédiatre. Ça existe. Il y a des familles où on amène l'enfant en consultation chez le cardiologue. Il n'y a aucune plainte, mais on prend la peine de l'examiner de fond en comble. C'est pour dire, c'est vrai, vous allez me dire, notre société, on n'a pas assez de moyens, les consultations coûtent cher et tout, c'est une réalité. Mais je me dis, quelque part, il faut faire des efforts. Et le diagnostic ne sera posé aussi que lorsqu'on a des appareils adéquats. Dans le plateau technique. Le plateau technique, donc je me dis, c'est aussi facile de dire qu'on jette la pièce sur X ou sur Y, mais si vous avez un scanner de 1 barrette ou 2 barrettes pour un AVC, c'est normal qu'on passe à peut-être quelque chose. Si vous avez un appareil d'échographie qui date de 1800, pour faire une échographie cardiaque, c'est normal qu'on passe à côté des choses. Donc c'est pour dire, ce n'est pas toujours l'intelligence qui pose problème. Mais c'est un tableau qui est réel au Cameroun. Oui, on a des insuffisances, ça c'est pas un secret. On sait qu'on a des insuffisances au niveau du plateau technique. On a des lacunes pour poser des diagnostics, on le sait, dans tous les domaines. C'est en radiologie, c'est en biologie, c'est un peu partout, il y a des difficultés. Mais bon, les connaissances sont là, mais il faut bien les pratiquer dans un environnement serein. C'est qu'on n'a pas toujours. Très bien. Docteur? Oui, il faut savoir que les moyens diagnostiques que nous utilisons en radio aujourd'hui sont de plus en plus performants et de plus en plus récents. Ce qui fait en sorte que même ce n'est pas tous les médecins qui savent, par exemple, demander un examen de scanner. Le scanner vient d'entrer dans nos habitudes il y a 10 ans, 15 ans. C'est récent. OK? Donc, ce qui fait que si, par exemple, pour un enfant qui vient juste de perdre un côté, ou bien qui a des signes, une faiblesse comme ça, si vous demandez un scanner, vous ne voyez rien du tout. Avant les 6 premières heures, ce n'est même pas la peine de faire, même en IRM, il faut faire ce qu'on appelle une diffusion. Une IRM de diffusion qui va poser le diagnostic early, c'est-à-dire très tôt. Voilà. Donc ce qui fait que tout ça fait en sorte que, comme entre guillemets, chez nous, ce qu'on fait généralement, ce qu'il y a des médecins qui font tout. Hein. Vous arrivez dans une clinique, il fait tout. C'est-à-dire que il fait de la radio, il quitte de la radio, il va à gynéco, il quitte de la gynéco, il fait la pédiatrie et tout. C'est compliqué. Donc, votre part de responsabilité. Alors, le problème qui se pose, c'est ce que j'ai dit, il faut poser le bon diagnostic. Par exemple, si vous demandez à un radiologue, faites-moi une échographie abdominale. Il va faire une échographie abdominale, il va regarder le foie, mais vous lui dites, regardez-moi le rein. C'est la même chose. Vous recevez un malade, le neurologue vous dit, le patient a un déficit du membre supérieur. Vous savez, là, vous allez chercher la lésion. C'est plus pratique.
Donc aujourd'hui, il faut être plus précis, et notamment en ce qui concerne ces pathologies qui sont des pathologies très compliquées. Parce que quand vous voyez les deux cas, ou même la dame, c'est même 3 cas différents, je suis convaincu de ça. Donc si vous allez en profondeur, vous allez voir que les étiologies ne sont pas les mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faudrait se remettre à la modernité. La modernité, c'est quoi? C'est se remettre en question. Pour se remettre en question, il faut aller toujours lire. Vous voyez, quand les gens disent, bon, ok, moi je vais jouer aux journées françaises de radiologie, on dit, oh, cela c'est un snob. Non. On va apprendre. Il y a des confrères imminents qui exposent, qui vous informent, qui vous font le fruit de leur recherche. À partir de ça, quand vous rentrez, vous faites 3 ou 4 jours, vous rentrez bien établi. Très bien. Alors, vous interpellez par ailleurs les parents avec notamment la question du déficit d'information pour ce qui est de la prise en charge, peut-être de la réactivité même dans le processus du diagnostic. Mais il y a votre part de responsabilité. Je suis entouré de médecins ce soir. Les consultations coûtent, évidemment, pour vous rencontrer. Il faut débourser au moins 15 000 francs CFA au Cameroun, ce qui n'est pas, je veux dire, à la portée du Camerounais moyen, docteur Dembé. Votre part de responsabilité. Et puis en 2012, à Marois, en 2012, un chef de famille nous faisait observer qu'il n'y avait pas de pédiatre. Pourquoi est-ce que vous-même, vous ne vous organisez pas pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire national, organiser par exemple des journées portes ouvertes pour permettre aux Camerounais qui ont un déficit, qui souffrent de ces déficits financiers-là, d'avoir accès à l'expertise? Merci, M. Kwamo. Vous ouvrez là un pan qui est énorme, tellement grand, et je peux le résumer en 2 volets. Le premier volet, pourquoi les consultations coûtent cher, les médecins, etc., sont inaccessibles. Le deuxième volet, pourquoi n'y a-t-il pas assez de spécialistes dans nos régions? Je vais commencer par le premier volet. C'est vrai que les consultations privées, il faut le dire, répondent à une nomenclature bien précise, hein, comme le ministère du Commerce peut donner une certaine tarification. Il y a des codifications. Dr Lombat, vous parlez tout à l'heure de sa nouvelle formation, où il a des équipements qui sont là, qui ont un coût, et ce n'est pas lui qui fixe les prix, il y a une nomenclature qui fixe les prix et qui permet de donner ces prix. C'est pour cela que vous avez donc ces prix, peut-être de consultation des spécialistes en privé, qui est validé, qui est maintenant 15 000 francs pour la journée, et le médecin généraliste à 10 000 francs. Mais je tiens à vous dire que chaque région du Cameroun dispose d'un district de santé, et que les consultations, et que dans les hôpitaux régionaux, qui sont de plus en plus ouverts par le ministre un peu partout, il y a des médecins spécialistes un peu partout, et les consultations dans les hôpitaux généraux n'ont pas le même coût. Si nous prenons des hôpitaux d'un certain niveau, je prends 2 exemples, l'hôpital général de Douala et l'hôpital gynéco-obstétrique qui vient d'ouvrir, la consultation du spécialiste, c'est 7 000 francs. Donc, ce n'est plus 15 000, c'est 7 000. Et si vous allez à l'hôpital à Kentini, la consultation des spécialistes coûte 600 francs ou bien 1000 francs. Donc, il faut être réaliste. Mais ces spécialistes qui sont à cheval entre l'hôpital public et les consultations dans les hôpitaux privés. Là, c'est une autre chose. Parfois inaccessible. C'est une autre chose, parce que là, je vais répondre au deuxième volet de votre question, où vous êtes en train de dire qu'effectivement, il n'y a pas assez de médecins. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'abord, il faut savoir que l'accès à l'école de médecine est limité. Il y a un quota de personnes qui entrent dans ces écoles. Et vous connaissez très bien les fermetures de toutes ces écoles clandestines de médecine qui étaient ouvertes. Donc, il y a un quota. Deuxièmement, lorsque ces médecins sortent, il y a certains qui meurent. Donc, il y a des médecins qui meurent, il y a d'autres qui prennent la retraite, donc il y a les nouveaux qui arrivent. Et en plus, il faut savoir que dans le monde entier, il y a la loi de l'offre et de la demande. La demande en Occident, aux États-Unis, au Canada, est grande, que les médecins qui sont formés et qui ont un salaire de SMIC au Cameroun, il y a une soupape qui les amène à aller à sortir. Je vous assure qu'il faut applaudir même pour les spécialistes qui travaillent au Cameroun. Parce que par rapport au salaire qu'on leur donne dans les pays occidentaux, il n'y a pas match. Ils sont des gens qui aiment leur pays, qui ont décidé d'être dans leur pays parce qu'ils se sentent bien et parce qu'ils doivent contribuer à l'évolution de ce pays. Ça veut donc dire qu'en réalité,
l'immigration choisie qui était développée par l'ancien président français Sarkozy est en marche. Il faut pas se leurrer. Beaucoup de praticiens s'en vont. Alors, la question, je termine par là parce que les autres vont s'y reprendre. Je termine par là en disant, lorsque vous voyez dans un praticien qui est médecin fonctionnaire, qui gagne moins de 200 000 francs, attendez, qui habite Douala, qui doit aussi aller en voiture à son travail, d'une manière, on ne l'applaudit pas, il va tricher sur les oreilles de l'hôpital public pour aller faire une consultation privée, pour ne pas aller s'expatrier à l'Occident. Et le serment d'Hippocrate alors? Ça ne veut pas dire qu'il faut mourir de faim, je suis désolé. Mais là, vous avez tout dit. Mais docteur Dambou, juste pour corroborer vos propos tout à l'heure, docteur Dembe, lors de la conférence des médecins francophones qui s'est tenue au Cameroun il y a quelques années, sous l'impulsion de l'actuel président, le docteur Sandjon, nous avons pu apprendre que près de 600 médecins camerounais exercent en France exclusivement, donc 600 médecins camerounais qui exercent en France. Mais ne restons pas sur ce terrain. Permettons aux populations d'en apprendre un peu plus. Qu'est-ce qu'il faut pour la prise en charge, pour réussir la prise en charge dans ces différents cas et peut-être éviter de vivre la catastrophe telle qu'on le voit ce soir à travers les différents cas que nous avons? Oui, pour éviter ces catastrophes, ces accidents, puisqu'il s'agit d'accidents, en fait, j'aimerais attirer l'attention du public sur la notion de prévention secondaire. Ça veut dire qu'en général, lorsqu'on a un AVC constitué, très souvent, avant que l'AVC ne s'installe, il y a eu des signes avant-coureurs qui pouvaient apparaître quelques jours, ou quelques heures ou quelques mois avant. Et je pense que la prise en charge, une étape clé de la prise en charge consiste à vulgariser ces signes avant-coureurs-là. Donc, premièrement, il y a le déficit moteur, ça c'est fréquent. Mais lorsqu'un déficit moteur, c'est-à-dire une faiblesse, disparaît après quelques heures, c'est faussement rassurant. En général, après, on se dit, bon, c'est passé et c'était peut-être un coup de fatigue. Mais lorsque ça arrive pour un membre ou un hémicorps, une moitié de corps, il faut faire très attention. C'est souvent ce qu'on appelle des ischémies transitoires, c'est-à-dire un vaisseau qui se bouche et comme le sang circule en permanence, il se débouche aussitôt après. Et donc, du coup, il se reperméabilise et la force revient. On se dit, c'était pas grave. Donc, c'est très important d'alerter son médecin ou un médecin lorsqu'on ressent ces signes-là. Ça, c'est pour le volet moteur. Donc, autant les signes moteurs peuvent apparaître et disparaître avant que le signe définitif n'apparaît plus tard, en l'occurrence l'AVC. Parfois, on peut avoir des signes sensitifs purs, c'est-à-dire une impression qu'à la main et à la bouche, à la moitié d'une bouche, on a l'impression qu'on a été anesthésié, comme si le dentiste avait injecté une sorte d'anesthésiant. Et que lorsqu'on touche, on compare de l'autre côté, on a l'impression qu'on ne perçoit pas de la même façon. Là, il faut être très alerte. Ça, c'est un signe très caractéristique d'un AVC, en fait, d'un accident vasculaire, mais qui est transitoire. Et quand ça arrive, si par exemple c'est un enfant qui a fait une angine, en consultant un neurologue ou un généraliste averti, il fera un interrogatoire et si le médecin se rend compte qu'il y a des angines à répétition, il pourra faire un bilan cardiaque et on verra l'endocardite, l'infection cardiaque et les antibiotiques suffisent pour nettoyer le cœur, pour traiter le cœur et prévenir un déficit constitué. Donc là, je pense que c'est important de savoir ces signes. Là, j'ai parlé des signes moteurs sensitifs. Parfois, c'est purement visuel. On peut avoir un moment où on ne voit pas une partie du champ visuel. C'est tout noir d'un côté et après la vue revient. Ça aussi, c'est une ischémie transitoire. Et là, il faut consulter aussi, dès que possible, pour qu'on puisse faire... À ce moment-là, le bilan n'est pas très coûteux, dans la mesure où on ne demande que quelques examens qui permettent de faire un diagnostic de la cause et donc là, d'éviter que le drame n'arrive. Donc, j'insiste beaucoup plus sur la prévention primaire ou secondaire, lorsque quelqu'un a déjà eu un déficit. Je pense que c'est à ce niveau que l'enjeu est majeur aussi. Ok. Docteur, pour la prise en charge, le Camerounais qui vous écoute ce soir, à partir de quel moment doit-il être inquiet et que doit-il faire? Est-ce qu'il y a une tenue particulière qu'il faut adopter pour entretenir le cœur et éviter de sombrer dans un AVC, dans un accident vasculaire cérébral? Ouais, pour l'adulte, ce serait d'éviter les facteurs de risque cardiovasculaires qu'on connaît classiquement,
C'est-à-dire que c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, c'est la consommation du tabac, c'est la prise excessive du poids, c'est le manque d'activité physique. Ça, chez l'adulte, c'est essentiellement ce qu'il faut surveiller. Il faut éviter ces facteurs de risque pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Mais par contre, pour les cardiopathies de l'enfant, c'est de dire à la maman qui est enceinte de faire régulièrement ses consultations prénatales. Si elle sent un petit bobo, qu'elle aille consulter, qu'elle ne prenne pas les médicaments de façon abusive et sans prescription médicale, c'est de demander qu'un enfant qui naît soit rapidement consulté, au moins par un médecin généraliste pour chercher un souffle cardiaque, au mieux par un pédiatre, pour voir s'il y a une malformation cardiaque qui s'est installée, et que chaque fois que l'enfant fait une angine, ce n'est pas la peine d'essayer un traitement traditionnel. Avec 1000 francs, on achète la pénicilline, ça peut suffire vraiment pour prévenir les complications cardiaques chez un enfant qui fait une angine. Et je pense qu'il faut aller à l'hôpital et traiter correctement les angines. Très bien. Docteur Lambat? Alors, je pense que, honnêtement, je vais intervenir sur deux volets. Le premier volet, c'est la consultation. Vous savez, la semaine passée, j'ai reçu une jeune dame de 23 ans et pour une consultation pour une prénatale, c'est à l'échographie. Et cette jeune dame, avec ce qu'on appelle un anencéphale, c'est-à-dire qu'on pouvait écouter le bruit de cœur de l'enfant, et au niveau de la tête, il n'y avait pas de cerveau. Donc, ça c'est le rôle de l'échographie. Mais pourquoi je vous dis ça? Quand bien même vous dites à la dame, attention, rentrez directement voir le gynécologue parce que là, il y a un souci. J'ai appelé le gynécologue tout à l'heure avant d'arriver à la mission. Non, la femme a fui. Elle dit peut-être la machine s'est trompée. Voilà. Et on va la revoir. On va le présenter ici à Equinox. Un monstre. Ce qui est sûr, c'est que la grossesse va évoluer. Hein. Tant que le cœur il bat et qu'il continue, ça va évoluer. Et puis, à 38 semaines, ou je ne sais pas moi combien de semaines, elle va accoucher. Donc là, vous interpellez les parents. Ça, c'est les parents. Ça, c'est la première Ensuite, des choses. La seconde des choses, c'est que il faudrait que on arrive, que l'État arrive à mettre sur pied l'assurance maladie universelle. Dans un pays qui veut être émergent, on ne pourra pas... parce que toutes ces pathologies dont vous parlez existent depuis, il a dit à l'entame. Elles existent. C'est parce qu'aujourd'hui, peut-être, on peut diagnostiquer mieux qu'on voit des choses. Sinon, c'est le cousin qui tue, c'est la tante qui tue, c'est le mari. Vous savez que une famille d'intellectuels que moi j'ai reçu dans ma clinique, dans mon cabinet, le mari a un cancer du foie. Il fait une métastase cérébrale. On a interdit à l'épouse, il est allé au Maroc, on l'a opéré, il est revenu. On dit que la femme, elle ne peut pas entrer à l'hôpital parce que c'est elle qui a tué le monsieur. Vous voyez? Et quand vous analysez à la fin, qui est responsable? C'est l'État. C'est l'État qui doit mettre les moyens, éduquer, soigner. Ça, c'est aucun Camerounais aussi bon. Tout à l'heure, à la fin de votre reportage, vous disiez, ok, il faut faire un scanner à la dame. Et après, si vous finissez de faire le scanner, on vous dit qu'il y a une masse qui comprime, et ainsi de suite. Qui va payer l'intervention? Demandez au neurochirurgien. Non, il faut que l'État joue son rôle. Pas seulement dans la santé, mais dans l'éducation aussi. Voilà ce qu'on peut dire. Très bien. Docteur? Disons, je crois qu'à ce niveau, la plupart des choses sont dites et nous voyons comment notre État se démène. J'écoutais l'autre jour, on parlait des dialyses, des insuffisances rénaux. On a beaucoup de problèmes, les drépanocytaires qui sont un autre monde et d'autres cibles il y a tellement de choses à faire. Mais je pense que c'est vrai qu'on a parlé de l'État, il a parlé de l'assurance qui est inévitable. Hein. Il y a des réflexions, mais on réfléchit, il faut qu'on trouve quand même des solutions au départ. Mais je pense que la société civile aussi doit être aussi interpellée. Vous savez, nous avons des sociétés citoyennes ici qui font des marches sportives, absolument, qui font ceci, et qui, parfois, ils vont peut-être acheter les pagnes ou les t-shirts, je ne sais pas en quoi. Je pense que ces sociétés doivent être des sociétés plus responsables. Chaque société a un volet humanitaire qu'elle doit assumer. Mais la plupart de nos sociétés, nos personnalités, lorsque vous les voyez en mouvement, c'est qu'il y a des élections derrière.
Et je pense qu'il faudrait changer cette mentalité. Il faudrait que les gens qui disent qu'ils sont des grandes personnes dans ce pays, de la société civile, sachent que, et j'aime votre formule, on ne peut pas être heureux tout seul. Et ça, cette formule est vraiment intéressante. Qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils sachent que c'est vrai qu'on fait le business, mais il faut, le volet social a toujours été dans tous les pays. Quand on parle des États-Unis aujourd'hui, un très grand pays, Barack Obama, c'est un grand pays. Le social a une grande part là-dedans. Il y a des gens qui ne payent pas les impôts, en fait, et ils convertissent ces impôts dans le social. En fait, on le leur impute. Donc, si cela n'est pas fait par les sociétés, il y en a quand même certaines dans la ville, il faudrait qu'elles s'engagent pour la santé des populations. Et je crois que ce sera la meilleure publicité pour la promotion d'ailleurs de leurs produits. C'est ce que je peux aussi ajouter. Très bien. Alors, docteur, quelle est la recommandation que vous formulez pour sortir en 30 secondes? Je pense que la prise en charge se situe à 3 volets, c'est-à-dire il y a la population à sensibiliser, il y a les praticiens, les médecins qui sont interpellés par rapport au sens éthique, et puis il y a les politiques qui ont un peu la main sur le gouvernail, quoi, qui peuvent mettre sur pied des stratégies pour pouvoir améliorer la prise en charge de la population. Si on veut être émergent en 2035. Tout à fait. Très bien. Alors maintenant, les cas sociaux que nous avons reçus ce soir, du concret, on a la chance d'avoir des médecins, des spécialistes sur ce plateau. C'est quand même la foire des cas sociaux. Vous n'allez pas partir comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? On fait quoi de ces cas-là? Je pense qu'il faut agir. Et il ne s'agit pas seulement d'agir sur ces cas. Parce que là, donc je veux dire votre part même de... je creve l'accès, je dis votre part de contribution. Qu'est-ce qu'on fait de ces cas? On le fera certainement en off tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est important parce que je pense que la générosité doit être quelque chose d'assez... on doit être très sournois lorsqu'on le fait, c'est important. La main qui donne ne doit pas être vue de tous, à moins que ce soit une propagande. Mais je crois qu'on ne saurait rester insensible face à tous ces cas. Très bien. Là, c'est le docteur Dembe qui le dit. Et vous, docteur Nsomi? C'est pareil. Je ferai ce qui est possible. Vous ferez ce qui est possible pour les différents cas que nous avons diffusés. Docteur Lombat? Pour éviter la publicité, je pense que, comme il a dit, on interviendra en off. Mais on promet qu'on interviendra, mais ce sera en off. Très bien. Et vous, docteur? Forcément, je ne peux que m'aligner sur mes 3 prédécesseurs. Bien. Demain matin, nous les amènerons vous rencontrer justement. Et évidemment, nous rendrons compte à nos téléspectateurs parce que l'objectif justement, c'est de permettre à ces enfants, à ces jeunes de retrouver le sourire, même si c'est une question de politique publique qui interpelle le sommet de l'État. C'est une question de société également. Tout le monde est interpellé. Donc nous espérons avoir fait le tour du sujet ce soir. Et puis avant de sortir, nous allons prendre quelques nouvelles du cas social, puisque le regard social, c'est aussi les cas sociaux. Les cas sociaux, Dieu seul sait combien ils sont nombreux à frapper à nos portes. Et puis il y a le cas de la petite Berthe qui a subi une intervention chirurgicale et qui se remet progressivement. Vous aurez l'occasion d'avoir les images. Mais avant d'y arriver, quelques nouvelles, Vicky, où en sommes-nous, les différentes contributions, très rapidement avant de sortir? Très rapidement, Eric, nous avons reçu M. Com, 25 000, famille Lengop Emmanuel, 40 000 francs, Tevi Romari, 5 000, Gires Ndefo, 10 000 francs, Anonyme, 20 000 francs, une étudiante, 5 000 francs, Christelle et sa maman, 5 000, Mademoiselle Nzam Kamtwet Catherine, 3 000 francs, Monsieur Franck Bernard Foka, 10 000 francs CFA. Donc cette semaine, nous avons reçu ces cas, ces contributions et nous avons en ce jour 3 827 200 francs. 3 827 200 francs CFA. Très bien. Et pour les différents cas que vous avez regardés ce soir dans cette émission, voilà les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Faites simplement un SMS, s'il vous plaît. Les équipes se chargeront de vous appeler si vous avez une contribution quelconque ou alors des préférences. Pourquoi pas, nous envisageons même d'organiser la foire des cas sociaux, pourquoi pas, pour permettre aux Camerounais qui ont le cœur sensible justement de pouvoir réagir, parce qu'ils sont nombreux ces Camerounais qui souffrent évidemment. Alors nous allons sortir de cette émission ce soir.
Nous allons évidemment sortir tout en vous disant merci pour votre aimable attention. Alors que vous avez en image la petite Berthe, nous allons sortir de cette émission en disant merci à toute la grosse équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Eh bien, ne l'oubliez jamais, c'est important, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Ici Eric Wamo. Bonsoir et à jeudi.